De 1800 à 3500 $, quasiment 100% de performance en un an et demi à peine. Et non, je parle pas d'Ethereum là malheureusement, mais bel et bien de l'or. L'incertitude plane au-dessus de nos têtes, et en un sens, le cours de l'or le matérialise. La Grande Dépression, la Seconde Guerre mondiale, les chocs pétroliers, la bulle internet, toutes ces crises ont une chose en commun, c'est que chacune ont été suivies par une énorme appréciation du gramme d'or. Les récents événements ont amené les investisseurs à se rediriger vers l'or, et qu'on se le dise, il y a de quoi. On en a beaucoup parlé sur cette chaîne, alors évidemment pensez à vous abonner. La politique de Trump, l'escalade avec la Chine, les relations encore très tendues avec la Russie, et même l'IA. Mais l'histoire ne s'arrête évidemment pas là, car dans l'ombre, on a un Bitcoin qui bouillonne. Pour la première fois, on dirait bien qu'il se comporte comme une valeur refuge, et ça change tout. Le futur est incertain, et il n'y a pas 36 façons de se mettre à l'abri. Alors qu'est-ce que cette ruée vers l'or veut dire? À quoi est-ce qu'on peut s'attendre pour la suite? Est-ce que l'or est en train de céder sa couronne à l'invention de Satoshi Nakamoto? Et surtout, qu'est-ce que ça change pour vous? C'est exactement ce qu'on va voir dans cette vidéo. 5000 ans, ça fait plus de 5 millénaires que l'homme utilise l'or comme médium monétaire. Vous vous en doutez, on va pas refaire tout l'historique, mais ça mérite quand même qu'on s'y attarde un petit peu. Ne serait-ce que pour bien comprendre de quoi on parle. Alors je vous refais le scénario. On est il y a 12 milliards d'années environ. Ouais, ça commence à faire. Pendant longtemps, on a pensé que l'or s'était formé pendant les supernovas, c'est-à-dire quand des étoiles comme le Soleil meurent, en gros. Sauf que depuis une petite dizaine d'années, cette théorie est un peu remise en question. Et ça viendrait plutôt de la collision d'étoiles à neutrons, en gros de cadavres d'étoiles ultra denses et ultra compactes, dont une petite cuillère pèse plusieurs milliards de kilos. Bon, peu importe, l'or que vous portez à votre doigt provient à l'origine des étoiles. C'est ce que vous devez retenir. Il existe une quantité d'or limitée sur Terre, amenée à la fois pendant la formation de notre planète, mais également pendant des bombardements d'astéroïdes. On ne sait pas trop quelle quantité exactement, c'est rare c'est sûr, mais c'est difficile de savoir à quel point. Ces propriétés exceptionnelles n'ont pas échappé aux hommes, évidemment. Depuis l'Égypte antique jusqu'à aujourd'hui, l'or a été utilisé à des fins monétaires, en se servant entre autres de sa rareté comme une sorte de valeur intrinsèque. En fait, c'est juste le truc le moins stupide qu'on ait trouvé pour servir de monnaie. L'or est rare, mais pas trop. Il ne rouille pas, il ne s'oxyde pas, il est malléable, assez facilement divisible et facilement reconnaissable. Évidemment, les puissants ne s'y sont pas trompés, vous imaginez. Dès le XVIIe siècle, les banques centrales et commerciales du monde entier ont commencé à accumuler de l'or. La Banque d'Angleterre a été la première banque centrale à le faire. D'abord pour appuyer l'émission de billets de banque, puis pour asseoir la confiance dans sa monnaie. L'or a commencé à être utilisé comme instrument monétaire à une échelle étatique bien après son usage fiduciaire. Si ça se trouve, on est en train d'observer la même chose avec Bitcoin. Qui sait? Enfin pas si vite, chaque chose en son temps. Au XXe siècle, la tendance s'est accélérée et partout dans le monde, on a commencé à faire affluer l'or en direction des pouvoirs publics. Évidemment, je vous en ai déjà parlé et c'est l'exemple le plus frappant. En 1934, Roosevelt, alors président des États-Unis, ordonne la confiscation de l'or de tous les Américains et interdit purement et simplement sa détention par des particuliers. À l'époque, à part quelques exceptions, tout le monde devait aller déposer son or en échange de billets verts, à un taux fixe de 20,67 $ l'once. Même pas un an après, il dévaluait le dollar en faisant bondir le prix officiel de l'or à 35 $ l'once, ce qui équivaut à une dévaluation du dollar d'environ 41%. Évidemment, personne n'a profité de la hausse, puisque pratiquement tout l'or des Américains était dans les coffres de la Fed à ce moment-là. Personne, à part le gouvernement. Encore aujourd'hui, c'est l'une des plus grandes manœuvres de confiscation de l'histoire monétaire. Il fallait au moins ça pour asseoir la domination du billet vert, vous me direz. Enfin bon, fin de la parenthèse. Toujours est-il qu'en ce moment, l'or grimpe des sommets. Cette hausse ne vient pas de nulle part, hein. Au contraire, elle est multifactorielle et c'est intéressant de se pencher sur les tenants et les aboutissants de ce constat. Ouais, parce qu'en ce moment, on a un cocktail particulièrement explosif. D'abord, on a des tensions géopolitiques qui sont vraiment propices à ce genre de rallye. L'or brille particulièrement lorsque l'incertitude mondiale augmente, et le moins que l'on puisse dire, c'est que ces derniers temps, les tensions sont alors paroxysme, notamment entre la Chine et les États-Unis, sans oublier la Russie évidemment. Autant vous le dire tout de suite, la plupart des achats massifs d'or sont à retrouver du côté de l'Asie, particulièrement en Chine. Ils achètent de l'or à la pelle depuis plusieurs mois dans le but affiché de réduire leur dépendance au dollar américain. Et ce ne sont pas les seuls, on a la Pologne, la Turquie et bien évidemment l'Inde qui se placent aussi en top position des acheteurs d'or l'année dernière. En fait, si on additionne tout ça, on a plus de 1000 tonnes d'or qui sont allées dans les coffres des banques centrales du monde entier en 2024. Et ça pour la 3e année consécutive. Ça faisait longtemps que c'était pas arrivé et ça témoigne vraiment d'un besoin de se mettre à l'abri. Bah ouais, plus le contexte géopolitique est tendu, plus le rôle de valeur refuge de l'or s'affirme, ce qui soutient son prix. Ces pays cherchent à diversifier leurs avoirs et à réduire leur dépendance vis-à-vis du dollar américain. Certes, le dollar reste dominant dans les échanges internationaux, mais cette hégémonie décline. Sa part dans les réserves mondiales est tombée sous 60% depuis 2021, contre 60 à 64% durant la décennie 2010.
En même temps, après les sanctions imposées aux avoirs russes par l'Occident, fallait s'y attendre. Ça a montré à tout le monde l'intérêt d'être moins vulnérable aux décisions de Washington ou de Bruxelles par extension. L'or, actif tangible et universel, offre cette sécurité. Ces achats massifs d'or par les banques centrales soutiennent donc fortement la demande mondiale et contribuent à la hausse des cours, ça d'accord. Parallèlement, l'environnement économique et monétaire a joué en faveur de l'or. D'abord, le marché des obligations a été très, disons, capricieux ces derniers temps, les taux d'intérêt ont connu de brusques variations et quand les obligations vacillent, les investisseurs cherchent des alternatives stables. L'or en profite, forcément, d'autant que les fluctuations du dollar américain lui ont donné un coup de pouce. L'or est libellé en dollars, et depuis 2022, le billet vert a un peu faibli, et particulièrement depuis le début de cette année. Alors évidemment, ça aide. Ensuite, il y a toujours le spectre de l'inflation. Les craintes d'une envolée durable des prix incitent à se réfugier vers l'or, perçu comme un rempart contre la perte de pouvoir d'achat. Rappelez-vous, en 2022, l'inflation s'était envolée à quasiment 10% du côté des États-Unis. Alors certes, ça a duré que quelques mois, et aujourd'hui on est retourné sur des niveaux normaux, mais quand même. Et ces craintes sont évidemment alimentées par la politique hyper agressive et imprévisible de Trump. Alors je vous refais pas l'histoire, on en a assez entendu parler, mais dites-vous bien que ça rajoute de l'eau dans le gaz. Entre les tarifs douaniers, ces attaques répétées envers Powell et tout le reste, bah forcément, ça aussi, ça fait mécaniquement monter le prix de l'or. Bon, et en prime, les États-Unis sont au bord du défaut sur leur dette. Je vous en parlais dans cette vidéo. Si rien n'est fait d'ici cet été, le gouvernement américain pourrait avoir un gros problème. On parle quand même de 36 000 milliards de dollars de dette là, hein. C'est pas rien, et s'il venait à y avoir un problème, ça serait vraiment la panique. Perte de confiance dans le dollar, le marché obligataire qui implose, les investisseurs étrangers qui ne répondent plus présents. Bref, il y a de quoi alimenter peur et incertitude. Bon, et puis je vous parle même pas des projections concernant le risque de récession. Non, vraiment, en ce moment, les marchés risqués, c'est vraiment pas là où il faut être. En fait, il faut voir l'or comme une sorte de baromètre de l'économie et du sentiment mondial. Lorsque la peur et l'incertitude dominent, l'or retrouve ses lettres de noblesse et agit comme une assurance contre l'effondrement. Je dramatise en parlant d'effondrement, hein, mais dans l'idée, c'est à peu près ça. Et là, on est en plein dedans. Les investisseurs se ruent sur l'or, à la fois pour de la spéculation, mais aussi par incertitude. Et ça, on peut très bien le mesurer avec les ETF sur l'or. D'après le World Gold Council, les inflows sur les ETF Gold ont capté plus de 21 milliards de dollars au premier trimestre 2025. On dirait pas comme ça, hein, mais c'est le deuxième inflow le plus important en termes de dollars, juste derrière le deuxième trimestre de 2020, soit en plein pendant la crise du Covid. Et ça se matérialise très bien sur les marchés financiers d'ailleurs. Regardez, ça c'est l'or contre le S&P 500 depuis les années 2000. C'est impressionnant, non? En clair, si vous aviez investi 10 000 dollars il y a 25 ans dans de l'or, vous auriez aujourd'hui aux alentours de 105 000 dollars. Le même investissement sur le S&P 500 vous donnerait aujourd'hui environ 40 000 dollars. Si on compte les dividendes, cette performance grimpe à environ 63 000 dollars. C'est mieux, mais toujours moins bien que l'or. Bon alors, est-ce qu'on peut dire que l'or est le grand gagnant lorsque les crises pointent le bout de leur nez? Bah historiquement, c'est indéniable. C'est l'actif risk-off par excellence. C'est là où l'on va quand la macro va mal, là où on se réfugie quand la pluie arrive. Mais cette fois, il y a quelque chose d'un peu différent qui se dessine au fur et à mesure que le temps passe. Alors que les grandes bourses mondiales vacillent sous le poids des incertitudes économiques, avec des actions en chute libre, un dollar qui s'affaiblit et un métal jaune qui skyrocket, on a un truc qui se passe du côté de Bitcoin. Vous l'avez sûrement remarqué, à l'heure de l'écriture de cette vidéo, on est déjà de retour au-dessus des 90 000 dollars. Si ça se trouve, on est en train d'assister à un Bitcoin qui agit comme valeur refuge, et ce pour la première fois de son histoire. Ce qui rend ce mouvement particulièrement intéressant, c'est le contraste avec ce qu'on observait traditionnellement. Pendant des années, Bitcoin évoluait généralement de pair avec les actifs risqués comme les actions technologiques. Quand la bourse montait, le Bitcoin suivait. Quand elle chutait, il plongeait, souvent encore plus fort. Mais aujourd'hui, on assiste à quelque chose d'un peu différent. Bitcoin monte en flèche précisément quand les actions sont en berne. Début février, l'invention de Satoshi Nakamoto s'est fortement découplée de l'or, mais en quelques semaines à peine, ils se remettent à évoluer de concert. Pour certains, c'est normal et c'est déjà arrivé plusieurs fois, et surtout, ça ne devrait pas durer. Pour d'autres, cette fois, la dynamique est différente. C'est par exemple l'avis des analystes chez Banyan Hill, une société d'investissement américaine. Pour eux, cette fois, ce n'est pas qu'une histoire de buzz, mais plutôt une question d'institutionnels qui achètent massivement, tandis que les investisseurs particuliers ne commencent à revenir que maintenant. L'intérêt des investisseurs institutionnels pour le Bitcoin a atteint des niveaux sans précédent. En l'espace d'une seule semaine, les ETF adossés au Bitcoin ont attiré près de 2,7 milliards de dollars de capitaux frais, un record depuis quelques mois. Ces chiffres traduisent la confiance grandissante des acteurs professionnels qui considèrent désormais le BTC comme un actif sérieux et non plus comme une simple curiosité spéculative. Bon, évidemment, on a toujours Saylor qui continue d'acheter par le biais de stratégies. Là, on commence à connaître la chanson. Ils en sont à 550 000 bitcoins et ça ne s'arrête pas. Le contexte macro joue aussi un rôle crucial. La politique monétaire américaine traverse une phase d'incertitude. La pression politique pour baisser les taux d'intérêt malgré une inflation encore incertaine mine la confiance dans le dollar. Et dans ce climat, on cherche des alternatives. L'or, certes,
certes, mais aussi à présent Bitcoin. Face à cette instabilité, de plus en plus d'investisseurs voient le Bitcoin comme un actif capable de protéger leur épargne quand les marchés traditionnels vacillent. La comparaison avec l'or s'impose naturellement, car les deux actifs connaissent une ascension simultanée en 2025, alors même que tous les autres marchés tanguent comme pas possible. De plus en plus d'investisseurs commencent à préférer Bitcoin, vu comme une version moderne et plus fonctionnelle de l'or. Divisible, portable, utilisable comme monnaie, et évidemment, ce dernier est totalement en dehors des circuits traditionnels. À une époque numérique où la confiance envers les institutions tend à s'effondrer, cette dynamique n'est vraiment pas surprenante. Et surtout, depuis quelques mois, on est bien aidé. Depuis mars, les banques américaines peuvent proposer des services crypto sans autorisation préalable, ce qui renforce l'accessibilité de Bitcoin. Les autorités bancaires américaines ont même très récemment retiré des guidelines qui invitaient à une extrême prudence concernant les cryptos. Bitcoin séduit notamment les jeunes générations grâce à sa flexibilité et son adaptabilité, contrairement à l'or qui est perçu comme un actif figé et archaïque. Et ça, j'ai déjà eu l'occasion de vous en parler. Et ça fait totalement écho à la théorie du Greatest Wealth Transfer. Cette théorie désigne l'idée qu'au cours des prochaines décennies, des milliers de milliards de dollars vont être transmis des baby boomers, qui sont nés entre 1946 et 1964, à leurs enfants et petits-enfants, à savoir les générations X, Y et Z, le tout par héritage. Ça serait le plus gros transfert financier de l'histoire, estimé à plus de 80 000 milliards de dollars d'ici 2050, rien qu'aux États-Unis. Cela pourrait profondément changer la manière dont l'argent est investi, dépensé ou même utilisé. Tout cet argent va revenir entre les mains de générations d'hommes et de femmes qui ont grandi avec une monnaie impalpable, avec l'inflation, avec des scandales financiers et des crises. Et rien que ça pourrait changer énormément de choses. Et pas sûr que ça profite tant que ça à l'or, par exemple. Parce qu'au fond, Bitcoin, c'est un peu comme de l'or, mais en mieux. Des similarités, il y en a plein, et à bien des égards, Bitcoin fait mieux que l'or, tout simplement. Je vous refais pas la chanson, ce tableau, vous le connaissez sûrement. Et surtout, les analogies, c'est pratique et c'est puissant, car ça aide les gens à mettre du sens derrière une nouvelle technologie ou une innovation. Mais du coup, cet aspect or 2.0, tout le monde n'est pas d'accord avec. En même temps, c'est normal, si ça faisait consensus, l'or ne serait pas actuellement en train de skyrocket. Bitcoin manque de qualité physique et palpable, et aussi d'usage réel, contrairement à l'or. Aujourd'hui, le métal jaune dispose de plusieurs usages bien réels, au moins en bijouterie et dans l'industrie. C'est pas le cas de Bitcoin, du moins pas en apparence, même si sur ce point, on pourrait discuter, notamment vis-à-vis de son usage pour aider à stabiliser les réseaux électriques, par exemple. Alors voilà, on a des similitudes, des différences, mais aujourd'hui, une chose est sûre, l'or est toujours le roi des risk-off, et Bitcoin est en train de contester sa couronne. Les deux vont probablement coexister encore un moment jusqu'à ce que l'un ne prenne le pas sur l'autre. Si ça se trouve, on va assister à un règne partagé, c'est possible aussi, l'or comme roi et Bitcoin comme prince. Alors oui, aujourd'hui, l'or reste l'ultime valeur refuge, celui vers qui tout le monde se réfugie quand l'orage pointe le bout de son nez. Mais sous nos yeux, sans faire trop de bruit, Bitcoin est en train de grignoter son territoire. Ce qui n'était au départ qu'une curiosité technologique devient peu à peu une alternative sérieuse dans l'esprit des investisseurs, surtout des plus jeunes. L'histoire nous enseigne que dans les grandes périodes de transition, les anciens repères ne disparaissent pas du jour au lendemain. Ils coexistent parfois longtemps avec les nouvelles forces en mouvement. En tout cas, soyez bien certains que si Bitcoin se met à empiler les bougies vertes dans ce contexte particulièrement dégradé, quelque chose aura changé. L'invention de Satoshi Nakamoto a été conçue pour ça, pour servir d'arche de Noé en cas de crise majeure. Et si ça se trouve, c'est que le début et le futur risque d'être passionnant à observer. Mais en attendant, vous pouvez contempler le présent avec nous en rejoignant notre canal Telegram d'actualité. On vous résume les dernières news de l'écosystème crypto en direct live et le tout gratuitement. Ça fait gagner un temps de fou et ça vous permettra sans doute d'avoir des informations avant tout le monde. Et ça n'a pas de prix. Comme d'habitude, je vous mets le lien en description. Et vous en pensez quoi alors? Est-ce que vous avez de l'or? Est-ce que vous comptez en acheter? Ou bien est-ce que vous préférez d'autres solutions pour protéger votre épargne? Dites-moi tout ça en commentaire, ça m'intéresse. Évidemment, si vous avez des idées pour de prochaines vidéos, je suis preneur aussi. D'ici là, on se dit à jeudi prochain. Bye.